Confluence des luttes existe grâce à l'énergie de militants et militantes engagés, qui se fédèrent, qui se soutiennent pour promouvoir une société plus juste, plus belle. Nous venons de luttes différentes, féministes, écologistes, antispécistes, décoloniales. Mais ce qui nous réunit, c'est la conviction profonde que mener nos combats chacun et chacune de notre côté est vain. Le succès de nos combats réside dans l'union. Nous sommes bien plus puissants ensemble et légitimes. Ne l'oubliez pas, les luttes sont interconnectées et montrer ces liens nous fera toutes et toutes avancer. Donc l'ambition de ce festival, c'est de faire se rencontrer au sein d'un même espace des militants, des collectifs, des bénévoles venus de tous horizons et de réfléchir ensemble des alternatives à ces systèmes de domination. Puisque vous l'aurez compris, les luttes confluent. C'est pourquoi depuis ce matin, vous pouvez retrouver sur notre village associatif des collectifs antispécistes assis à côté de collectifs écolos, des collectifs féministes, de collectifs enfantistes, de collectifs sur la santé mentale. On a vraiment voulu faire se rencontrer des gens de tous horizons. En plus d'être engagé, cet événement est aussi et surtout festif et participatif. Ici, on est là pour échanger, pour se renforcer, mais aussi pour s'amuser. Ce matin, vous avez peut-être participé à l'une de nos 3 fresques. Donc, nous avions la fresque des écoféminismes qui était animée par les impactrices, la fresque des besoins animée par l'association 3.49, ainsi que la zéro fresque. Et nous remercions les animatrices de ces fresques, ainsi que tous les participants et participantes qui se sont joints à elles. Cet après-midi, vous allez assister à plusieurs conférences, dont l'une d'elles commence dans quelques instants. Donc la première, c'est sur les liens entre patriarcat et carnisme, avec Amanda Castillo, journaliste et autrice du livre « Tu seras carnivore, mon fils ». Bravo, oui, on peut déjà l'applaudir. Tiffen Day, qui est comédienne et militante féministe, animaliste et enfantiste. On peut l'applaudir aussi. Allons-y. Et ce temps d'échange sera animé par Ophélie du collectif de rencontres écoféministes Balafre. Merci à toutes les 3 d'être là et d'avoir répondu présentes. Seconde conférence sur l'écologie queer et décoloniale, ou comment militer depuis une perspective incarnée et située. Lola de la revue Silence échangera sur ce sujet avec Bénédicte Gatter, chercheuse écoféministe, et Ala du compte Instagram à la loose. Et notre 3e conférence, la dernière, sera sur les espaces de résistance que sont les refuges et sanctuaires pour animaux, avec la Petite Bohème, les protégés de William, Sous l'aile de Choco Familia et Futurasso, que j'animerai tout à l'heure en fin d'après-midi. Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer, du coup, oui, comme voilà, on m'a présenté, je suis Ophélie de l'association Balafre. Balafre, juste en quelques mots, on est une association lyonnaise qui organise des événements autour des enjeux féministes, queer, antiracistes, écoféministes, bon, et puis sur plein d'autres choses. Mais voilà, vous pouvez nous retrouver aujourd'hui, malheureusement, uniquement sur Instagram. Voilà, mais ça ne saurait tarder. Voilà, un site internet ou d'autres choses, mais en ce moment, en tout cas, voilà, l'association a uniquement 1 an, donc pour l'instant, on est malheureusement uniquement sur ce fameux réseau social, mais on le quittera peut-être un jour. Sans plus tarder, voilà, je vais présenter mes invités ici présentes. Amanda Castillo, tu es journaliste et autrice. Ton dernier essai, dont on va beaucoup parler lors de cette table ronde, s'intitule « Tu seras carnivore, mon fils ». Il est sorti en mars dernier et expose les liens entre l'oppression des femmes et celle des animaux. Et Tiffen, tu es autrice, comédienne, metteuse en scène, militante pour les droits des femmes, des enfants, des animaux. Tu es aussi l'inventrice d'une langue, la féminine universelle. Voilà, si vous ne connaissez pas cette langue, voilà, c'est une langue où tu as tout passé, où tu passes tout au féminin. Parce que voilà, pourquoi parler au masculin, même si Manu nous dit que c'est le neutre universel. Voilà, il y a peut-être d'autres manières de s'exprimer. Et donc, tu as créé cette langue. Et voilà, autour, tu as créé plusieurs spectacles engagés, dont Devenir vegan par amour, que tu présentes. Oui, je voulais juste ajouter que donc avant ma spectacle, il y aura quelques chansons de Mise, qui est une artiste locale aussi féministe. Et donc voilà, je vous encourage à venir l'écouter. Restez à 18h, il va se passer plein de choses. Alors bon, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc là, on parle de lutte féministe et animaliste. Tiffen, toi, tu utilises le terme
patriarcarnisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce terme? Oui, bien sûr. Donc, peut-être vous allez entendre la féminine parce qu'elle me vient naturellement. Voilà. Oui, patriarcarnisme parce que, c'est tout l'objet de ton livre, mais l'idée c'est que c'est ce que je vous raconte ce soir. Je suis devenue d'abord féministe et puis mes rencontres avec des personnes animales non humaines m'ont amenée à lier l'animalisme, à le développer et effectivement j'ai tout de suite vu qu'on avait les mêmes ennemis. Une des choses, par exemple, que dit Réjeanne Sénac, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chercheuse maîtresse de conférences à Sciences Po, qui fait rentrer dans les plus beaux amphis de Sciences Po Paris, là, qui fait rentrer l'animalisme en fine. Et donc, elle a sorti plusieurs livres dans Radical et Fluide, elle en parle beaucoup, comme si nous étions des animaux, et il y en a un prochain qui va sortir au Seuil. Et en fait, elle nous dit, les féministes peinent assez souvent, ou les antiracistes, ou d'ailleurs toutes les luttes humaines, en fait, peinent assez souvent à mettre la lutte animaliste avec les nôtres. C'est d'ailleurs pour ça que je remercie pour toute cette démarche l'ensemble des organisatrices de Confluence des luttes, parce que c'est vrai que souvent, en tant qu'animaliste, on se dit merde, mais cette lutte-là, elle est vraiment complètement ratée. Passer sous silence, on n'y pense même pas. Souvent, même les buffets des confluences des luttes, mais hors animalistes, sont même pas véganes. Parfois végétariens, mais même pas forcément. Et puis, ça suffit pas, évidemment. Donc, et elle dit, c'est étonnante parce que par contre, nos ennemis, les patriarcarnistes, eux, nous ont identifiés comme faisant partie du même groupe de woke, islamo-gauchisto, féminazi, tofu, je sais pas quoi. Et vraiment, ils nous attaquent systématiquement ensemble. Et on en parlait tout à l'heure. Sandrine Rousseau, donc qui est énormément harcelée d'une manière générale depuis des années et des années. Le moment pic le plus terrible, c'est lorsqu'elle s'est exprimée sur le lien entre virilité toxique et cadavre sur le barbecue. Nous-mêmes, on peine à se reconnaître, mais nos ennemis en face nous ont reconnus. Ça vaut le coup donc allier patriarcarnisme. Alors bien sûr, là-dedans, on pourrait ressortir aussi l'ensemble des oppressions. En fait, ça ferait un mot très long, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, simplement, j'ai eu besoin de ce mot-là parce que si j'ai une utilité, si j'arrive à faire quelque chose dans ma vie, mon but, c'est d'arriver à faire que dans le mouvement féministe qui est le mien au départ, en fait, la lutte animaliste, elle soit tout aussi impossible à nier, à passer sous silence que les luttes antiracistes, etc., etc. C'est important de nommer les choses pour les identifier et pour lutter contre. Je voulais lire un passage, c'est le début du chapitre, enfin, je sais pas comment tu as appelé ça, Amanda, mais en tout cas de la partie que tu as intitulée Manger comme un homme, et où là tu exposes le lien entre viande et masculinité dominatrice. Je lis le passage et on en parle après. Manger comme un homme. Pourquoi les parents attachent-ils une telle importance à ce que leurs fils deviennent de bons carnivores? Carol G. Adams a consacré une quinzaine d'années de recherche au lien entre sexisme et carnisme dans son ouvrage majeur La politique sexuelle de la viande, paru en 1990. L'écrivaine féministe nord-américaine rappelle que, pour beaucoup d'hommes, la consommation de viande, et notamment de viande rouge, est une manière de rendre effective la masculinité hégémonique, de prouver qu'ils appartiennent aux dominants. La viande est associée à l'activité, à la prise sur le monde, à l'agentivité, comme en témoigne l'expression anglaise « to beef something up », muscler, renforcer, étoffer quelque chose. Mais aussi l'étymologie même du mot « viande », du latin « vivenda », altération de vivanda, viande signifie tout d'abord ce qui sert à la vie. Dans la mythologie de la culture patriarcale, la viande alimente la vigueur, on acquiert les attributs de la masculinité en se sustentant de ces nourritures masculines, détaille Adams. Les hommes sont puissants, les hommes doivent être puissants, les hommes ont donc besoin de viande. Le concept de la viande incarne une évocation littérale du pouvoir masculin. Autrement dit, manger un steak, ce n'est pas qu'une question de fer et de vitamine B12, c'est aussi et surtout une manière de montrer qu'on est un homme, un vrai.
Alors Amanda, je voulais qu'on en parle un petit peu de ce passage. Et au final, comme beaucoup de questions, c'est une construction sociale. Parce que souvent on peut entendre parfois des parents, parce que tu parles des parents au tout début là de ce passage, on peut entendre des parents dire ah non mais c'est un vrai petit viandard, enfin comme si il y a un côté très naturalisant de même du petit garçon qui a besoin de cette viande pour évoluer, enfin pour se développer, alors que c'est une construction sociale comme peut l'être le genre ou d'autres choses. Oui, il y a une construction sociale autour de la viande. C'est pour ça que Mélanie Joie a inventé le terme de carnisme, pour souligner la dimension idéologique de cette pratique-là, parce qu'on n'est pas simplement en train de prendre des protéines et de la vitamine B12, on est surtout en train de montrer qu'on est un homme, un vrai, en mangeant de la viande, et c'est effectivement très visible quand on analyse un tout petit peu la pop culture, les publicités, la littérature. Donc on a tout un tas de figures très emblématiques qui représentent cette virilité-là, comme Hemingway ou Trump ou Andrew Tate, tous ces masculinistes en fait qui se mettent en scène devant des steaks saignants et qui montrent en fin de compte que ça fait partie en fait c'est être viril, c'est justement consommer de la viande saignante. On a d'ailleurs un palmarès des viandes les plus viriles. Donc, oui, ça m'a fait beaucoup rire. D'ailleurs, oui, donc voilà, 5e position le poulet, le bœuf façon chez lui. Ensuite sur le podium, c'est évidemment le steak saignant, le hamburger. Pendant sa campagne, Trump distribuait les steaks Trump. Donc oui, il y a tout un truc qui est culturellement très fort en fin de compte. Et ensuite, effectivement, on représente les femmes comme elles-mêmes étant de la viande. Dans les publicités, on va mettre, Côté Viande a fait une publicité en mettant une femme pratiquement nue, avec une massue, retrouver les meilleurs plans crus près de chez vous. C'est assez explicite. On a aussi La Queue de Cheval, qui est un steakhouse montréalais qui montre une femme derrière un grill. Elle est aussi presque nue. Comment aimez-vous votre viande? Donc, on fait sans cesse ce rapprochement. Donc, les hommes consomment de la viande, ils consomment aussi des femmes. On a aussi le jour la journée du steak et de la pipe, qui est une journée parodique pour moquer le 14 février, qui est la Saint-Valentin. Donc, ils disent, voilà, nous, les ours en peluche, l'amour, tout ça, ça nous emmerde. On lit dans les réseaux sociaux. Donc, on va faire une journée parodique le 14 mars, et ça sera la journée du steak et de la fellation, parce que nous, ce qu'on veut, c'est une bonne côte de bœuf et une fellation. Donc, on met à chaque fois sur le même plan la viande, les femmes. Et c'est ça, être un homme, un vrai. Ouais, c'est vrai que tu illustres beaucoup dans ton livre là de pub, de la pop culture, et enfin vraiment ça m'a fait halluciner de me rendre compte que parfois ça passe complètement inaperçu, mais c'est bien là quoi. Et notamment tu parles aussi du magazine Bif, qui je crois n'existe plus, mais qui était un ramassis de il faisait sans cesse des jeux de mots en fait. Il sexualisait la viande, plaisir bien cochon. Voilà, prends-moi pour une entrecôte. Donc voilà, il y avait une sexualisation de la viande. On disait aux hommes, on va vous ramener dans la cuisine grâce à la chair animale. Enfin, c'était très bizarre comme magazine, mais voilà, beaucoup de succès auprès de tout ce public-là. Et c'est vrai que tu parlais des mascus qui mettent en scène aussi, font des concours c'est ça, ils font des concours de celui qui mangera le plus de viande, c'est ça, hein, sur certaines chaînes comme Alors, Papacito. Le carnivore diet, c'est un régime où on ne mange que de la viande. Ils se filment, ils disent voilà, c'est carnivore diet. Et le hashtag fait des millions de vues. Enfin, c'est vraiment un régime très 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 à la mode, qui est très inquiétant d'un point de vue de santé, hein, parce que on sait que maintenant la viande est liée au cancer du côlon. Enfin, bon. On peut que l'encourager à en manger beaucoup. Ça fera un tri. Voilà, sélection naturelle. À un moment donné aussi, tu parles des hommes de ta famille. Et avant qu'on en parle ensemble, je voulais justement poser cette question à Tiffaine, parce que toi aussi, donc lorsque tu as décidé de devenir végétarienne puis assez rapidement végane, t'as embarqué ton compagnon de l'époque, et c'est vrai que on en parlera, mais voilà, toi Amanda, dans ton livre, tu abordes quand même une certaine honte à assumer un régime végétarien et vegan ou vegan pour un homme. Toi, Tiffaine, comment est-ce que ton compagnon ou alors tes proches hommes
Enfin, qu'est-ce que tu perçois chez eux comme, tu vois, est-ce qu'ils ont honte? Comment est-ce qu'ils vivent avec ce mode de vie? Alors déjà, j'ai pas beaucoup de proches hommes. Ok. Ça réduit le. Donc j'ai pas beaucoup de cas d'études. Non, bah, je vais pas spoiler le spectacle parce que je raconte aussi ce passage-là, mais en fait, on aimait la même personne qui était notre fils, qui était un chien. Et donc, on a vécu le chemin ensemble. C'est juste que je l'ai un peu secoué parce que c'est toujours nous qui sommes pionnières. Mais en fait, c'est pas un homme très inquiet pour sa virilité. Il est pas viril, ils s'en fout. Parce qu'en vrai, on dit toujours, ah là là, c'est dur pour eux, mais non. Enfin, je veux dire, même ceux qui sont pas virils du tout, c'est pas dur. Enfin, de quoi on parle, quoi? Je veux bien croire que dans la cour de récré, d'accord, mais enfin, une fois que tu deviens adulte, en plus, lui, voilà, il a un boulot, enfin, je veux dire, il a un boulot d'homme avec un salaire d'homme. Mais personne l'emmerde jamais. Je veux dire, ils s'en foutent, mais alors. Donc, faut arrêter d'avoir de l'empathie pour eux de manière générale, mais surtout là-dessus. Mais non, en fait, voilà, il est vegan et parce que c'est un homme, on l'emmerde beaucoup moins. C'est-à-dire que la végéphobie, qui est un terme qui a beaucoup été développé notamment par Wilhelm Pilate quand elle a co-créé la Veggie Pride dont elle est présidente. Et en fait, la végéphobie, c'est quelque chose de très violent. Et je remarque, c'est même étudié, enfin voilà, que ça tombe pas pareil sur les femmes que sur les hommes. C'est-à-dire que eux, certes, on va penser que bah, voilà, ils sont moins virils et tout, mais le seul risque qu'ils prennent, c'est de passer pour des types bien. Enfin, tu vois, ouais, à part citer, enfin, en fait, ça peut les blesser s'ils ont envie d'avoir une place dans la virilité toxique. Mais si ils ont compris que c'est masculiniste, ben ils sont, ça leur fait rien là. Et nous, en revanche, ouais, enfin, il y a beaucoup de ruptures familiales, enfin, la végéphobie, c'est quelque chose de vraiment très grave. Et d'ailleurs, une des premières raisons pour laquelle les gens disent j'arrive pas encore à passer le pas, c'est que socialement, avec les collègues, à la cantine, aux after-work, avec les amis, avec la famille, c'est trop coûteux. Juste, je voulais faire une précision. Végéphobie, si c'est pas forcément clair pour tout le monde, c'est la discrimination des personnes végétariennes, véganes. Voilà, juste pour que tout soit bien clair. Excusez-moi. Non, pas de souci. Juste, je vous précise parce qu'on n'a pas présenté. Oui, c'est vrai. C'est Fantin mais bien sûr, qui est sur mon genou. à moi. Je vous en parlerai plus ce soir. Mais voilà, c'est Fantin, oui. c'est mon fils. Oui. Il est ravi d'être là. Oui, excuse-moi Fantin, j'ai oublié de te présenter. Amanda, peut-être que tu veux rebondir là-dessus parce que toi, voilà, bon, tu le dis que pour ton père, que pour ton compagnon, de s'assumer aussi végétarien par rapport aussi aux animaux et tout, c'est très inconfortable. Oui, alors moi, je suis née dans une famille végétarienne, donc je n'ai jamais mangé de viande de ma vie, ni de poisson. Donc depuis le début, voilà, c'était comme ça. Et on m'a prédit beaucoup de maladies qui ne sont pas arrivées. Donc j'ai eu une grossesse fantastique. Ma fille est juste là. Elle est en très bonne santé. Elle va bien. Oui, elle a l'air d'aller très bien. Elle va très bien. Mais c'est vrai que donc mon père a fait ce choix-là assez tôt dans sa vie avec ma mère. Et lui, il va jamais dire que c'est pour des raisons, pour son empathie vis-à-vis des animaux. Il va toujours esquiver la question, en fait. Et j'en ai jamais discuté avec lui parce qu'il va dire non, enfin, bon, c'est quand même mieux pour la santé, voilà. Il va noyer le poisson et il va pas clairement dire, écoutez, moi, ça me bouleverse ce qui se passe dans les abattoirs, la manière dont on traite les animaux, ce n'est pas possible pour moi de consommer ça. Il ne le dira jamais. Donc, je trouvais ça quand même assez, bon, moi, c'est le premier truc que je dis. Si on me dit, t'es anémique, il faut manger un steak, tant pis. En fait, je préfère être anémique parce qu'en fait, mon souci principal, c'est ni la santé, c'est vraiment le bien-être des animaux. C'est personnellement ce qui me bouleverse. Donc, mon père ne le fait pas. Ensuite, il y a effectivement, enfin, mon mari a été très attaqué parce que il était végétarien avant de me connaître, mais à partir du moment où on était ensemble, tout le monde est parti du principe que c'était moi qui l'avais embarqué dans ma secte, alors qu'en réalité, sorcière.
C'était un choix qu'il a pris en conscience lui-même bien avant de me rencontrer. Mais donc ça a été récupéré par ses amis qui ont dit bah dis donc on sait qu'il porte la culotte, mais affirme-toi, tiens prends ce plateau de viande des grisons, montre que t'es un homme. Et en fait c'est très très fatigant aussi pour lui en fait. Sans doute que quand il n'était pas avec moi il était moins attaqué. Alors, on vient de dire que voilà, pour être un homme, un vrai, il faut manger de la viande. Mais quid des femmes? Alors, je vais vous lire un petit passage là où tu cites une autre autrice française, Lorraine Malka, d'ailleurs qui a écrit un essai qui est sorti l'année dernière et qui est mangeuse, pardon, voilà. Merci Amanda, et qui reprend en fait le lien entre le rapport des femmes à la nourriture, qui est vraiment passionnant, qui reprend l'histoire et aussi le monde contemporain. Et donc là, elle s'interroge et donc tu reprends ces mots. Quid des femmes? Elles ne mangent pas, répond Lorraine Malka. Aucun roman ni aucun film célèbre ne les réunisse. Aucun film célèbre ne les réunisse autour de tablés. La sororité s'émiette à chaque siècle en conseils et astuces pour briller au fourneau, rester appétissante et surtout ne pas manger. Avec ces lignes, Lorraine Malka reprend l'idée largement répandue selon laquelle manger des végétaux équivaut à ne rien manger, car les femmes sont régulièrement représentées en train de manger, mais ces représentations, il est vrai, impliquent rarement de la consommation de viande. Et tu cites un peu plus loin, les femmes et les animaux de proie se nourrissent, eux, de plantes, de feuilles et de graines, et si le mépris qu'inspirent les végétaux n'était qu'un des multiples visages du sexisme. Oui, j'ai un peu rebondi sur ce qu'elle disait parce qu'effectivement, elle explique que les femmes ne sont jamais dépeintes en train de manger. Moi, je vois des tonnes de tableaux de femmes en train de manger des fruits, des légumes. Donc, en fait, voilà, quelque part, elle participe à cette idée qui est très, très répandue selon laquelle quand on mange des végétaux et des légumes, on ne mange rien. Donc c'est faux. Je voulais le souligner. Mais effectivement, mais c'est vrai que bon, les légumes ont très mauvaise réputation. On dit d'une personne qui est dans le coma c'est un légume, c'est un état dit végétatif. Et en fait, finalement, dans une culture patriarcale, la viande c'est considéré comme la nourriture de ceux qui ont atteint le penthouse de la chaîne alimentaire. Et ensuite, on a toutes les proies, les femmes qui se nourrissent du reste. Et donc, je pense qu'effectivement, cette espèce de mépris qu'on a vis-à-vis des végétaux, c'est un des multiples visages du sexisme. Tiffany, tu veux réagir sur je suis absolument d'accord. Et peut-être pour rebondir aussi sur les vannes des potentiels copains qui pourraient dire t'es manipulé, tiens vas-y elle est pas là, allez mort dans ton steak, t'en as envie. C'est super pour faire le tri dans les amis. Pour les sceptiques sur les liens entre sexisme et viandard, Amanda, tu exposes une enquête de l'IFOP que je vais lire un petit mot et ensuite on reprendra les quelques exemples sympathiques. Les probabilités qu'un gros viandard soit aussi un gros misogyne sont élevées, comme le révèle une enquête de l'IFOP. En France, des chercheurs ont interrogé plus de 2000 hommes représentatifs de la population sur leur rapport à la viande, au genre et à la politique. Les résultats obtenus confirment qu'un régime alimentaire hyper carné va souvent de pair avec une vision ultra conservatrice de la place de la femme dans la société. Ainsi, à la question « Dans un couple, il est normal que la femme effectue plus d'activités ménagères que l'homme ?» 21% des hommes ont répondu oui. Ce taux grimpe à 47% chez les viandards, soit pratiquement un viandard sur deux. Lorsqu'on leur demande « Le travail d'un homme, c'est de gagner de l'argent, celui d'une femme de s'occuper de la maison et de la famille », 16% des hommes acquiescent. Ce taux monte à nouveau à 41% chez les viandards. Donc le conseil, c'est si tu dates, regarde ce qu'il y a dans l'assiette de ton date. Absolument. Et ce que je trouve étonnant, c'est qu'en fait, la personne qui était en charge de ce sondage était totalement étonnée par les résultats. Donc, il n'avait pas fait le lien entre des hommes qui trouvent normal d'exercer une forme de domination sur les animaux et ceux qui maltraitent, exploitent et dégradent les femmes. Le lien est pourtant évident, il est visible partout dans notre culture. Et je suis très étonnée qu'une personne, un intellectuel de haut vol qui mène des sondages soit complètement Oui, tu le dis d'ailleurs. Moi, ça m'étonnait pas. Lui, il a été étonné, mais pas moi. Voilà.
Ouais, quelque chose là-dessus. Nous, quand on travaille, ce qui a été mon cas, auprès des victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment de violences conjugales, faut savoir que vraiment, l'excuse, ça c'est un prétexte, hein, mais le prétexte pour commettre des violences tu n'as pas cuit mon steak comme il faut, pas assez saignant, trop pas comme ma mère, je sais pas quoi, revient de manière mais vraiment endémique, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une culture ils se le disent entre eux, en fait. Il y a une culture c'est un super prétexte. Et c'est parce que aussi ils projettent que si elles cuisent mal leur steak, y compris quand elles sont elles-mêmes véganes voire végétaliennes, hein, c'est aussi une des violences. Il y a beaucoup de femmes qui elles sont touchées par la cause animale et qui se retrouvent forcées de cuisiner des morceaux de cadavres pour des conjoints violents. T'en parles d'ailleurs, Amanda. Il y a une page dessus. Ouais. Pardon, vas-y. Et d'ailleurs, mesdames, si c'est votre cas, quittez-le. Hein, non mais je sais que c'est pas facile à faire, bien sûr. Je sais que c'est long et tout ça. Je dis pas ça comme si je sais bien. Mais c'est un signe, c'est un red flag très très fort. Si il sait que par empathie pour les personnes animales, vous êtes végétarienne, végane, engagée et qu'il vous force à le voir manger des morceaux de cadavres, éventuellement des sécrétions aussi, mais c'est très fort évidemment, voire à les cuisiner, red flag de dingo. Et alors pourquoi est-ce que ça revient beaucoup, cette histoire de tu n'as pas bien cuit mon steak donc je vais te massacrer, mais parce que précisément c'est une continuation de leur virilité. C'est pour ça que je connaissais pas cette journée atroce du steak et de la pipe, hein. Mais parce que ça c'est pareil. S'occuper de leur arme du crime qu'ils ont entre les jambes, c'est pareil que de s'occuper de leur steak, quoi. Et donc, déjà, il y a un lien très très fort. Faut rappeler aussi qu'un féminicide sur 4 est commis par arme de chasse. C'est-à-dire qu'un féminicide sur 4, soit c'est un chasseur, soit c'est quelqu'un qui a baigné dans une famille de chasseurs pour avoir une arme de chasse. Et ça, alors que en fait, il y a que, c'est énorme, mais il y a 1 million de chasseurs en France, c'est quasiment que des mecs. Donc c'est énorme quand même, parce que ça fait quand même un mec sur 37 ou 36. Enfin, donc il y a quand même un mec sur 37 ou 36 qui est serial killer, bref. Et ça veut dire que donc quand même 1 sur 36, 1 sur 4. Vous voyez la surreprésentation quand même de ouf, d'accord? Et puis aussi, on a pu constater que dans les villes où un abattoir vient s'installer et où du coup une partie de la population des hommes va se retrouver à se couper totalement d'empathie, à commettre des meurtres de masse, eh bien les violences sexuelles, conjugales, donc misogynes commises par des hommes explosent, pédocriminels, enfin, voilà. Mais parce que en fait, on ne peut pas circonscrire la violence. Ça marche pas. Vous pouvez pas dire on va abolir la violence contre les femmes ou contre les enfantes et les enfants, mais par contre on va l'autoriser contre des personnes non humaines. Ça ne marche pas. Si vous gardez le principe de la coupure d'empathie à un endroit, elle va se répercuter. On peut parler de continuum des violences, enfin, c'est global. Ah oui, attention les micros. Juste pour illustrer après voilà le lien viandard et sexiste. Après, voilà, on continue avec des joyeusetés. Amanda, tu listes en fait des personnalités accusées de violences sexistes et sexuelles. Voilà, on peut citer Sébastien Coé, qui, je savais pas, avait fait une sacrée collab avec Quick, avec le Coé Burger, un burger avec 3 steaks. Tu parles de Depardieu qui, lui, l'a dit dans plusieurs interviews que s'il n'avait pas été comédien, il aurait rêvé de devenir boucher. Voilà, j'en passe. Bec BD, qui lui avait beaucoup collaboré avec le magazine Bif, dont on parlait tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est très sympa, hein, tous ces. Et puis, on en vient à parler. Si je peux juste dire quelque chose là-dessus. Vas-y. Effectivement, parmi les agresseurs en chef, les stars, ils sont beaucoup à revendiquer leur steak.
juste une petite mise en garde quand même. C'est pas parce qu'un type est végétarien et vegan que c'est pas un gros violeur. Voilà, C'est peut-être clair, qu'il y en a dans c'est clair. l'assistance, on ne sait Oui, pas. oui, non, mais c'est vrai. Tu as tout à fait raison, Tiffaine, tu as tout à fait raison de dire ça. Oui, tu le dis d'ailleurs dans le livre, Amanda. Je le dis Oui, parce qu'en fait, j'ai connu des gens extrêmement misogynes qui étaient végétariens. oui, Donc, oui, oui. j'en Oui, parle. ça existe, malheureusement. Bah, Ça serait Donc c'est vrai que c'est pas une science exacte, malheureusement. Voire fasciste. C'est-à-dire qu'il y a aussi il y a des types de droite, mais qui sont hyper engagés sur la cause animale. C'est très bizarre. Très bizarre. Oui, il y a des merdes partout, hein, on peut le dire. Voilà. Après, ils sont pas engagés comme nous. C'est-à-dire, ça, c'est le côté paternaliste. C'est-à-dire, il faut les protéger parce qu'ils sont inférieurs. Voilà, c'est pas pareil. Oui, il y a quand même des nuances. Je voulais quand même lire un petit passage sur Patrick Poivre d'Arvor. Puis surtout la fin, ça m'a plu. Chez Patrick Poivre d'Arvor, la femme est une espèce à part de l'humanité. J'aime la femme comme une espèce, comme on le dit d'un minéral ou d'un végétal. Je l'aime comme curiosité, comme gouffre où noyer le savoir. J'aime ma naïveté et mes incertitudes quand l'animal me frôle. Proclame dans Les femmes de ma vie celui qui est par ailleurs accusé d'agression sexuelle et de viol par un collectif de 90 femmes. Patrick Poivre d'Arvor oublie superbement qu'il descend lui aussi d'une longue lignée de primates, mais passons. Plus loin, il propose le mode d'emploi de cet étrange animal. La jeune Anne Coquille-Glaise, 17 ans au moment des faits, est comparée à un homard qu'il faut prendre pouce et index derrière les pinces, alors seulement elle cessait d'agiter ses longues jambes et se mettait à ronronner. L'ancien présentateur du journal télévisé de TF1 a longtemps profité de son statut et de sa notoriété pour recevoir des jeunes femmes dans son bureau en leur faisant miroiter des opportunités de stage ou de travail. Ces femmes étaient surnommées par ses deux assistantes le McDo de Patrick. Voilà, si vous avez envie de vomir, j'ai une cuvette à côté de moi. Voilà. Waouh. Déjà, on peut rendre hommage à ces héroïnes qui ont parlé contre lui, le puissant des puissants. Et puis, évidemment, j'avais pas lu, parce que je lis très peu, les œuvres de Patrick Poivre d'Arvor. En revanche, c'est dingue qu'après qu'il ait écrit ça, et que ce livre s'était vendu vachement à l'époque et tout, qu'après, les gens disaient « Mais on ne savait pas !» Oui, oui. Oh, breaking news. C'était marqué. Le truc, c'est quasiment Mein Kampf. Tu l'as lu, Amanda, du coup? Tu es allée lire le livre pour sortir Je l'ai feuilleté. En fait, très rapidement, j'ai eu la matière dont il me fallait, que j'ai pas dû aller creuser très loin. Ouais. Oui, matière fécale. Voilà, on est là-dessus. Du coup, oui, il y a un chapitre qui dit la femme, un passage de ton livre, Amanda, qui s'intitule voilà, la femme, une pièce de viande comme une autre. C'est vrai qu'on peut reprendre les expressions t'es bonne, appétissante, morceau de viande. Tu parles aussi de tableau de chasse. Oui, exactement. Oui, oui. Non, mais ne serait-ce que Hugh Hefner qui a habillé toutes les femmes en lapin, qui s'est construit un empire grâce à ça. De Playboy, ouais. Playboy, on est animalisé dans le discours, grue, morue, belette, baleine, vache, chouette, on entend constamment des mots comme ça au sujet des femmes, et l'équivalent n'existe pas forcément pour les hommes, ou alors s'il existe, il est beaucoup plus positif, La poule, c'est une prostituée, le coq, c'est l'emblème de la France, etc., etc. Donc oui, la femme effectivement est animalisée, dénigrée et perçue comme une pièce de viande au même titre que le steak. Et ça, c'est vrai que c'est un parallèle que j'essaie de montrer avec des exemples d'aujourd'hui, puisque il existe depuis Aristote, mais je voulais voir si en 2025 c'était encore le cas dans dernièrement le complément d'enquête avec Gérard Depardieu quand il compare une femme à une jument. Il dit c'est très très grossier, donc je vais pas répéter ses propos, mais voilà, il met sur le même plan les chevaux, la domination des chevaux et des femmes, et en fait il reprend le toast de la cavalerie qui dit à nos chevaux, à nos femmes et à ceux qui les montent. Donc voilà, c'est millénaire, mais ça continue. On parle de vocabulaire, ce vocabulaire faussé, qui perd de sens. Toi, Tiffaine, tu parles aussi d'un vocabulaire qu'on nous a confisqué. Aujourd'hui, qui dit chatte ou chienne, sans prendre un peu des pincettes.
J'entendais dans une interview, tu disais, chiotte. En fait, chiotte, c'est le féminin de chiot à la base. Enfin, et ça, en fait, ça n'existe pas, en fait. On a tout un vocabulaire, et d'ailleurs, c'est ce que tu fais aussi avec la féminine universelle. On a un vocabulaire à se réapproprier qui a été, là, notamment sur les animaux, c'est flagrant. Oui, avec la féminine, forcément, j'ai développé une attention au langage d'autant plus importante. Et donc oui, dans Compte à rebours, la dernière personnage, la Belle au bois éveillé, sans spoiler, hein, bien sûr. Compte à rebours, c'est l'un de tes spectacles, hein, oui, si c'est l'un de mes spectacles qui existe aussi en livre. D'ailleurs, j'en ai quelques exemplaires, pas beaucoup, mais que je pourrais dédicacer à la fin de la pièce. Et en fait, oui, elles se sont organisées entre femmes et elles subissent un assaut d'agresseurs et viennent les rejoindre parce que comprenant justement la confluence des luttes pleines d'animal. Donc animal LES, hein, j'accorde à la féminine, vous l'aurez comprise. Et donc arrivent toutes celles même qu'on nous avait interdit de nommer. Et comme tu dis, les chiennes, typiquement, quand c'est des femmes, je dis voilà, voici mes filles, les chiennes. Enfin voilà, ça, je suis capable de le dire. Mais si c'est un mec que je croise dans un parc, surtout ce mot-là, bon déjà je parle pas beaucoup, mais même ce mot-là, je l'utilise pas. Ceci dit, c'est un mot qu'on utilise quand même encore chez le veto, alors que typiquement j'ai une copine britannique qui me disait, alors nous chez le veto, bitch, on l'utilise même plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est she-dog, comme il y a she-wolf. C'est-à-dire que en fait, c'est dog pour tout le monde parce que bitch, les gens ont même presque oublié que c'était les chiennes. Comme nous, cons, on a oublié, mais en fait, il s'agit de notre sexe, hein, mesdames. C'est pour ça que moi, je parle de couillard, de couillerie, etc. Pour en fait insulter l'arme du crime, hein, tant qu'il nous viole massivement. Je pense que c'est une bonne idée. Tu dis masculiniste. Je dis masculiniste aussi, on comprend mieux le but de la procédure. Et donc, ouais, non, c'est vraiment et d'ailleurs, c'est aussi dans les insultes racistes, Taubira traité de guenon, les insultes grossophobes, grosse vache, ça c'est quelque chose que les victimes de violences conjugales entendent énormément, y compris quand elles sont très maigres d'ailleurs. Puisque la grossophobie, évidemment, c'est bien pire envers les personnes grosses, mais d'une manière générale, toutes les femmes y passent. Et puis oui, comme tu disais, voilà, les buses, les morues, c'est qu'un blaireau. Enfin, c'est le fait d'utiliser ça pour réduire. Et en fait, ce qui est important à avoir en tête, c'est que non seulement ça prouve que c'est la même lutte. Il y a un truc un peu triste aussi, dont je me sers des fois pour convaincre les féministes. Regardez, on se sert du spécisme pour vous opprimer. Donc, parce que ça nous touche aussi, parce que ça a aussi des incidences sur nous, sur les violences conjugales, comme je disais tout à l'heure, ça vaut le coup de se battre pour les personnes animales non humaines, ce qui est quand même un peu triste. C'est la même, en fait, ça vaut le coup de se battre pour les personnes non humaines parce que ça vaut le coup de se battre pour des gens. Enfin, voilà. C'est comme quand on dit, non, mais finalement, faut qu'on lutte contre le sexisme parce que ça nuit aussi aux hommes. Enfin, mais quelle tristesse. Ah, d'accord. Du coup, c'est triste. En plus, bon, bref, moi, je crois pas que ça leur nuise du tout, mais voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que, le problème de ça, c'est que ça va bloquer, au contraire, les féministes pour devenir antispécistes. Parce que, et ça l'a fait pour toutes les luttes progressistes, c'est-à-dire qu'en fait, typiquement, on va dire, voilà, une femme, on dit qu'elle caquette à l'Assemblée, on a eu cette scène, je ne suis pas une poule. C'est-à-dire que, en fait, la manière de rentrer dans la communauté d'empathie, ça va être de dire, je ne suis pas cette personne-là, que du coup, j'affirme, faisant cette comparaison, que c'est normal, banal, légitime de l'opprimer. Et on va et les hommes ont fait ça avec les femmes aussi, c'est-à-dire que quand il y a eu au moment de la lutte contre la ségrégation une lutte aux États-Unis pour que les hommes noirs aient le droit de vote, ce qu'il s'agissait que des hommes noirs, pas du tout des femmes noires et pas du tout des femmes tout court. Et en fait, ils disaient aux hommes blancs, nous on a besoin du droit de vote parce qu'on n'est pas des femmes. Alors, il faut comprendre ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient mis pour se hausser au niveau de rentrer dans la communauté d'empathie qui n'appartenait qu'aux hommes blancs adultes. Eh ben, il disait, mais nous, on n'est pas des femmes. Et donc, ce faisant, il renforçait que les femmes, c'est pas des personnes. Et nous, on refait ça. On refait ça en disant, je ne suis pas un animal, je ne suis pas un objet.
Justement, on pourrait dire je ne suis pas un objet. C'est-à-dire que là, pour le coup, votre lave-vaisselle s'en fout. Dites je ne suis pas un objet. Ça marche très bien, ça dit la même chose, quoi. Trouvons des insultes à base d'objets ou à base d'agresseurs. Mais par contre, voilà, et ça, on l'a vraiment, on l'entend tout le temps. C'est-à-dire que tout à l'heure, l'expression noyer le poisson, voilà, être malade comme un chien, tout le temps, en fait. Et donc, cessons de renforcer ce truc-là et de se dire, c'est parce que je suis pas, c'est parce que je suis, moi, de la catégorie des humaines, et donc que je me rapproche des humains, que j'ai droit à l'empathie. Non, c'est parce qu'on est des personnes. Et c'est pour ça que je parle de personnes animales non humaines. Ce sont des personnes. Et d'ailleurs, la preuve de ça, c'est qu'elles ont des personnalités. Alors, une personnalité, c'est pas une personne, ça n'a pas de sens. Notre lave-vaisselle n'a pas de personnalité. Amanda, toi, tu parles du paradoxe de la femme et du paradoxe de la viande, qui sont vraiment des outils qui peuvent expliquer l'aveuglement du grand public. Est-ce que tu peux nous expliquer? Voilà, il y a différents points, et j'ai adoré ce passage parce que vraiment, ça donne des clés concrètes pour répondre aux critiques, quoi. Oui, alors ce que j'ai analysé le paradoxe de la viande, donc c'est le fait d'aimer les animaux et en même temps de les consommer. Et donc le paradoxe de la femme, c'est de dire on aime les femmes, on est pour l'égalité salariale, on est très choqué par les violences sexistes et sexuelles, et en même temps bloquer les avancées concrètes, ne pas les soutenir, enfin voire carrément les violer. On a vu ce paradoxe-là par exemple chez un violeur de Mazan qui dit moi je suis un grand féministe. Et le soir, il regarde des vidéos sur YouPorn d'inceste, bon. Donc, comment est-ce qu'on fait cohabiter son féminisme autoproclamé avec des fantasmes de viol? On met en place des stratégies cognitives et comportementales pour réduire la dissonance cognitive qui inévitablement arrive très rapidement quand on prend conscience qu'on a un animal autrefois vivant dans l'assiette et qu'on a un être humain, la femme. Et donc, je les passe en revue. Je dis, voilà, que fait un carnivore pour pas ressentir cet inconfort moral? Il a toute une panoplie de choses qu'il va mettre en place. Et c'est exactement les mêmes arguments qui sont dégainés pour exploiter, violer, instrumentaliser, dégrader les femmes. On peut peut-être, on va peut-être pas tout énumérer, mais il y a l'abstraction, notamment. Il y a aussi le dénigrement. Donc, de dire au final... c'est comme tout ce qu'on dit autour du poisson. Ah, mais les poissons, ils sont cons, donc on peut bien les manger, quoi. Voilà. Et donc les femmes, à des moments, c'est ça aussi. C'est un être inférieur, donc on peut l'abattre, quoi. Donc il y a toute il y a une littérature très très vaste visant à montrer qu'on a des capacités intellectuelles inférieures, des écrits historiques, des théories sur l'anatomie du cerveau. On a effectivement, j'en parle dans le livre aussi, le mot con qui désigne à la fois le sexe de la femme et la bêtise humaine en général. Et donc en fait, évidemment que quand on considère une personne comme une forme animale inférieure, c'est beaucoup plus facile de la brutaliser. Donc le dénigrement, l'abstraction, c'est cette mise à distance qui s'opère à travers le langage. Et dans le cinéma, on le voit avec le male gaze qui découpe la femme. On ne l'aperçoit pas comme une sœur en humanité, c'est plus comme des morceaux de corps. On fragmente les femmes. Juste le male gaze, donc le regard masculin au cinéma. Et donc là, notamment, c'est sur le fait de fractionner, enfin de représenter la femme pas dans sa globalité, mais morcelée. Ça va être une paire de seins, une paire de fesses. Et donc là, tu fais la comparaison avec ce qu'on peut avoir dans l'assiette, donc des bâtons c'est ça. Après, il y a une manière très facile en fait que les carnivores et les hommes utilisent, c'est-à-dire qu'ils vont diviser les animaux qu'on aime, les chats, les chiens, et ceux qu'on consomme. Ils font pareil les hommes, hein, donc les femmes qu'on va aimer, diviniser, nos mères, nos épouses, nos sœurs, et celles qu'on va consommer. Donc les femmes racisées, les travailleuses du sexe, les coups d'un soir, etc. Donc on opère. Par contre, ce que je dis dans le livre, c'est que une femme qui essaie de cocher toutes les cases, d'être une mère, etc., une épouse modèle qui se fond dans ce moule freudien, elle n'est pas à l'abri de basculer très rapidement dans la catégorie des femmes qu'on consomme et qu'on jette, puisqu'à partir du moment où, par exemple, elle tombe malade, on sait que les femmes sont 6 fois plus quittées que les hommes quand elles ont un cancer, ou simplement, si elle vieillit, elle devient très rapidement encombrante. Donc, il y a tout un tas de choses qui font qu'on bascule très rapidement de l'épouse aimée, divinisée, à la femme qu'on va rapidement jeter.
Oui, oui, je suis d'accord. Et il y a un piège aussi là-dedans qu'on trouve dans les deux cas. C'est-à-dire que les hommes qui vont dire moi j'aime ma mère, elle est parfaite, je sais pas quoi. En fait, ils ne l'aiment pas. C'est pas vrai. Moi, je pense que en fait, je pense qu'une personne qui n'est pas vraiment féministe, vraiment animaliste, ne peut pas aimer. En fait, aussi lui-même ou d'autres hommes. Mais en fait, c'est impossible. On ne peut aimer que notre égal, en fait. Ce qui marche d'ailleurs aussi pour les enfantes et les enfants. Hein, et le combat enfantiste, c'est super d'entendre ce mot-là dont on avait tellement besoin que j'ai dû l'inventer quand même en 2012. Et ça y est, il est beaucoup plus utilisé, donc c'est merveilleuse. Mais oui, c'est pareil. Moi, je pense pas que l'homme lambda peut aimer son enfant. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est un rapport de propriétaire, que c'est un rapport d'exploitation aussi. Alors certes, ça va être un statut qui a l'air moins horrible, mais en fait, ces hommes-là qui idéalisent leur mère, ils l'ont exploitée, ils continuent de l'exploiter. Et dès l'instant, effectivement, où elle sortira de son rôle de servante, elle sera jetée comme les autres. Et c'est pareil pour leurs animaux et animaux de compagnie. Pardon s'il y a des personnes qui sont pas encore animalistes et véganes, mais vous ne savez pas. Et je viens de là. Contrairement à toi, je n'ai pas eu cette chance de grandir dans une famille où il y avait une conscience à ce niveau-là. On était carnistes, évidemment. Et je pensais vraiment aimer mon petit frère, qui était un teckel nain à poil long et qui était de loin mon seul allié dans cette famille. Je pensais l'aimer. Et j'étais à mon max, d'ailleurs, je pense, pour une carniste. Mais j'ai découvert ce que c'était d'aimer après, en devenant végane et animaliste. Parce qu'en fait, la dissonance cognitive, elle t'empêche. Et si tu considères pas d'égal à égal, c'est impossible. Et on découvre, il y a 1 milliard d'avantages à devenir végane et animaliste, 1 milliard. Effectivement, la santé, effectivement, la lutte contre le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, effectivement, pour des raisons anti-classistes, des raisons anti-racistes, pour le partage de la bouffe, de l'eau sur la terre, la lutte contre la faim dans le monde, la lutte contre les inégalités sud-nord, vraiment. Mais ce dont on parle peu, c'est de ce bénéfice de cohérence extrêmement égoïste. Hein, mais vous allez découvrir que vous allez pouvoir vous regarder dans la glace sans dissonance cognitive, ou en tout cas beaucoup moins. Et franchement, pour l'estime de soi, ça fait quelque chose. Et puis, les trésors de bonheur que ça fait. Parce que on peut se sentir seul avec un chien si on dit je l'aime mais je bouffe du cadavre à côté, pas de problème. Mais quand vous devenez vraiment animaliste, bah en fait, vous pouvez pas vous emmerder avec une chienne ou un chien qui est votre enfant, ou qui est votre ami, qui est votre, c'est impossible. Et là, les moments avec cette personne-là, où ces personnes-là deviennent tellement précieuses et précieux que pour la santé mentale, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Enfin, et ça pour le coup, c'est injuste parce que c'est égoïste, c'est pas très, mais c'est merveilleux. Vraiment, pour ne pas être végane et animaliste aujourd'hui, c'est incompréhensible. Je ne comprends plus. On va passer la parole au public, je pense. Peut-être une dernière question, Tiffaine. Je sais que tu participes à un projet artistique. Préparez vos questions, c'est maintenant. Ouais, voilà, ouais. Alors juste, voilà, un truc que j'aime bien dire, parce que sinon c'est toujours pareil. Ouais. Mesdames, si vous ne posez pas la première question, ce sera un bonhomme, on le sait. Donc en fait, il s'agit... Non mais vous savez comment ça fait. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va prendre la parole, il va pas poser une question, il va raconter sa life ou son exposé de CE2 sur Spinoza, et en fait, on va pas s'en sortir. Et puis après, il va y avoir d'autres hommes qui vont parler, et puis quand ce sera la fin des questions, il va y avoir 3 meufs qui vont lever la main en même temps, sauf qu'on a le temps que pour une seule question, et vous allez être triste. Alors, tout ce qui se passe dans votre tête, où vous vous dites non mais ma question il y a peut-être d'autres qui vont la poser et puis peut-être ce sera mieux posé que moi et puis peut-être ça a déjà été dit, j'ai mal écouté et puis peut-être non, c'est super ce que vous avez à dire, vous êtes légitime, il n'y a pas de mauvaise question, même si on n'est pas d'accord avec vous, on est en démocratie, c'est d'accord de pas être d'accord, voilà. Donc mesdames, on sait, on n'a pas le même accès à la parole publique. Moi je travaille beaucoup là-dessus aussi sur la parole des femmes, je fais des formations là-dessus et donc ça m'amène à vous dire ça parce que sinon on sait comment ça se passe. Donc allez-y. Préparez vos questions. Juste avant de passer aux questions du public, je voulais peut-être que tu nous dises un mot, Tiffaine, sur le projet artistique et militant Sale Chienne. Tu peux nous en parler? Oui, alors c'était avec une amie commune qui s'appelle Virginia Marcus. Alors,
Si vous ne la suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de sortir vos téléphones. Donc, Marcus, ça s'écrit M-A-R-K-U-S. Virginia comme Virginia Woolf. Voilà, comme par hasard. Et son association, donc allez-y, vous avez ajouté, ça y est. Et l'association, c'est son association, ça s'appelle Asso Coexister. Et donc, c'est un sanctuaire dans les montagnes suisses, un lieu, tu vas voir. Parce que du coup, tu y vas bientôt et je vous encourage, si vous êtes du coin, c'est pas si loin au final de Lyon. Oui, non, c'est pas. Franchement, ça vaut la peine, c'est extraordinaire. Et donc j'ai eu la chance d'y aller. Et avant de ça, voilà, on avait avec Virginia Marcus et Willen Pilate, donc qui est militante animaliste et peintresse animaliste, qui d'ailleurs a une exposition merveilleuse à faire venir à Lyon un jour, j'espère, qui s'appelle Personnes Animales. Et donc, c'est que des femelles animales, parce qu'elle décide que c'est des femelles, elle leur donne des vrais prénoms, qui nous regardent, en fait. Elle les peint, elle les dessine, et ces personnes viennent nous chercher. Et donc, toutes les trois, on a voulu, partant justement de ce sale chienne qu'on entend et qui diminue et les personnes animales et nous, faire un moment où je jouais un extrait de la spectacle, et puis on parlait chacune de nos approches et qui sont super complémentaires. C'est assez belle de voir comme on n'a pas, parce que Virginia Marcus, vous allez voir, c'est un personnage. Hein, elle fait des choses que je n'arriverai aujourd'hui pas du tout à faire. J'ai encore beaucoup trop de colère. Vous avez senti un peu, je suis un peu énervée comme personne. Chouïa. Et elle fait, c'est extrêmement utile. Elle a été longtemps très énervée aussi. Et elle va au contact des agricultrices et des agriculteurs qui sont dans l'industrie du génocide, en fait. Voilà, génose, ça veut dire genre ou espèce. Enfin, donc ça peut marcher. Et en fait, elle les accompagne avec une immense humanimalité, on pourrait dire, vers des transitions. Et donc, elle a déjà un beau palmarès. Quand même, ça marche pas à tous les coups. Des fois, elle s'investit beaucoup et ça ne marche pas. Mais elle a un beau palmarès d'anciennes personnes qui vivaient dans le torsionnariat, quoi, et qui soit restent agriculteurs mais dans le végétal, soit carrément font des reconversions, comme Stéphane Beau par exemple, qui est passé d'éleveur de vaches laitières à boulanger pâtissier vegan, et donc c'est des personnes qui deviennent après porte-parole, et en fait elle vient vraiment chercher avec tellement d'empathie vers ce qui nous rassemble, y compris avec ces personnes-là. Parce que c'est des personnes qui effectivement vont dire, même si moi je pense que c'est pas possible, mais qui vont dire que elles et ils aiment les gens qu'elles et ils envoient à l'abattoir. Et en fait, dans une certaine mesure, il y a une petite fille, un petit garçon à l'intérieur où c'est toujours vrai en fait. Mais du coup, c'est des dissonances cognitives telles que c'est des personnes souvent, et elle racontait ça, qui ont des maladies chroniques, auto-immunes. C'est tellement violente que donc même si vous êtes que humaniste, bon c'est tout petit du coup, c'est dommage, mais si vous êtes que humaniste, même pour l'humanisme, devenez vegan animaliste, parce qu'en fait vous voulez pas voir d'autres personnes humaines travailler dans ces conditions. C'est extrêmement maltraitant. C'est des gens qui prennent pas de vacances, qui sont payés avec un salaire de misère, avec les subventions de l'État. Donc c'est même pas, c'est pas rentable. Avec nos subventions, nos impôts de vegan, et puis voilà, et tout ça pour être malheureux et faire des maladies parce qu'ils ont envoyé leurs meilleurs amis à l'abattoir, quoi. C'est affreux. Sans parler des pauvres gens, parce que c'est vraiment des gens très précaires qui bossent dans les abattoirs dans des conditions immondes. Donc voilà, ne serait-ce que par empathie humaine, en fait, faites-le. Mais ouais, et c'est très belle parce que elle arrive à communiquer avec des personnes qui normalement seraient nos ennemis jurés. Et donc c'est une très belle leçon d'humanité. Elle m'apaise beaucoup, et en même temps, elle valide énormément ma façon d'exprimer aussi, parfois avec colère et radicalité. Et parce que on a besoin de toutes les stratégies pour arriver à nos fins. Et en fait, c'est comme dans le mouvement féministe, souvent il y a des détestations, des cancelisations, des trucs terribles, parce qu'on a des désaccords, soit d'idées, encore une fois, on est en démocratie, normalement c'est une bonne nouvelle, et en plus, on a des désaccords de stratégie. Mais en fait, on a besoin de toutes les stratégies, parce que on a besoin de la meuf qui a la patience et voilà, et la force. Elle est très incarnée, Virginia.
C'est incroyable. Et donc Salchienne, c'est un C'était un grand spectacle. événement. C'est un événement, ouais. Ouais, voilà. Mais du coup, ça a lancé une impulsion. Voilà, on verra comment la perdurer. Mais voilà, donc je suis partie dans plein de trucs. Mais Virginia, Marcus, je suis désolée, excusez-moi. Non, c'est très bien. Mais dès qu'on parle Virginia, j'ai trop de trucs à dire. C'était un one shot, ce Salchienne, mais qui peut-être Oui, on en a très envie, oui, carrément. Ok. Mais donc voilà, et ça a beaucoup interpellé. C'était très belle. Super. Merci. La parole au public. Peut-être que je donne mon micro. Je te donne. Ouais. Merci beaucoup. Qui a des questions? Plein de personnes ont des questions. Allez. Alors, si vous me permettez, c'est pas une question, c'est une remarque. Et du coup, je vais m'adresser à l'auditoire ici. Pour les personnes ici qui sont végétariennes, beaucoup ne savent pas que lorsque vous mangez du fromage qui contient de la présure animale, il contient en fait une enzyme qui est contenue dans l'estomac d'un veau. Donc, si vous mangez du fromage qui contient de la présure animale, vous mangez en fait un veau qui a été tué pour faire ce fromage. Donc, si vous voulez aller au bout de votre conviction de devenir végétarien, mais que je comprends, devenir vegan, c'est, et notamment, comme tu disais, Tiffaine, avec les pressions sociales de l'entourage, etc., c'est compliqué. Au moins, regardez les étiquettes dans vos magasins, demandez à vos fromagers et fromagères si ce fromage contient de la présure microbienne. Et s'il y a écrit coagulant, mais rien d'autre écrit à côté, ça veut dire que c'est d'origine animale. Il me semble que tous les fromages anglais sont végétariens. Parce qu'il y a une loi en Angleterre, donc on peut pas faire de fromage avec de la présure animale. Bon à savoir, donc le cheddar, ce genre de choses. Merci pour cette précision, Estelle, mise. Et juste, j'ajouterais que par ailleurs, en vrai, vous mangez de toute façon du cadavre. Parce qu'en fait, pour avoir le lait, il faut avoir inséminé artificiellement la maman. Donc, vous appelez ça comme vous voulez. Ensuite, après cette grossesse forcée, il faut lui arracher son veau. Le veau, enfin le bébé et la maman pleurent pendant des semaines. J'ai été confinée à la campagne. C'était une catastrophe. C'était vraiment, ça a duré, ça n'en finissait plus. Et c'était d'une douleur. C'était, voilà. Avec des scènes, les mamans qui courent après voilà. Le veau va à l'abattoir, hein, évidemment, direct, enfin après des tortures, etc. Pour fabriquer du vitello tonato, l'escalope milanaise, effectivement. Quand c'est des femelles, de temps en temps, elles deviennent esclavagisées comme leur maman, avec une espérance de vie à peu près d'un cinquième de leur existence en réalité, puisque quand elles donnent un peu moins de lait, abattoir. Hein, en fait, quand vous mangez du bœuf, voilà. Et puis, déjà, vous ne mangez pas du bœuf, vous mangez une ou un bovin, en fait, des morceaux de cadavre. Voilà. Moi, j'encourage vraiment à dire morceaux de cadavre plutôt que viande, ça met une super ambiance en soirée. Et ouais, et oui. Mais en tout cas, voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas avoir la sécrétion animale, vous pouvez pas avoir le lait, la crème, les œufs, sans que, en fait, il y ait eu énormément de personnes assassinées. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'être végétarien, pardon, ça ne sert à rien, en fait. c'est un pas, mais faites le pas d'après. Ok, bonjour. J'ai une question. Quand vous parlez, souvent les personnes parlent des steaks et des viandes avec les sang et très extrêmes dans le spectrum des produits animaux, en lien avec les hommes. Mais pour moi, je pense que c'est un peu pareil comme critiquer l'extrême droite et les personnes très loin dans les démarches ultra-violentes. Mais par exemple, refuser d'arrêter de consommer des poulets ou des animaux maritimes, c'est aussi un type de virilisme plus, comme c'est dit, pour les hommes bien. Donc, moi, dans les cercles militants, je vois beaucoup d'hommes qui ne consomment pas les viandes rouges, mais par contre, ils tiennent très précieusement pour de nombreuses excuses sur cette chose. Moi, si vous avez des idées, comment on peut, comme c'est dit, déhiérarchiser et aussi humaniser ces autres animaux qui passent à la table, parce qu'on parle des Trump et des hommes très, mais la majorité des personnes bienveillantes, elles refusent de participer à la violence envers les animaux qui n'ont pas un sang rouge. Je voulais vous entendre sur ça. Merci.
J'ai pas de baguette magique. Je pense qu'il y en a. Il y a des hommes, à mon avis, il faut faire le deuil. Hein, faut espérer qu'en leur décès, je veux dire. Moi, je n'utilise plus mon énergie pour ça. En tout cas, sinon, je suis désespérée. Par contre, je vois que les femmes bougent énormément et cette faisante font bouger tout le monde autour d'elles. Donc, voilà, moi, en tout cas, j'utilise mon énergie. En ciblant vraiment là où je sens que ça peut avoir un effet, mais quand on est, ça fait partie de la végéphobie, quand on est avec des amis d'amis, j'en sais rien, puis alors le plat vegan arrive, donc on a évidemment des réflexions sur les cris de la carotte, je sais pas quoi, et en fait on est sommé par l'agresseur qui veut nous prendre notre énergie, c'est vraiment une façon de nous maltraiter en fait, hein, de s'expliquer, de combattre au moment où lui il l'a choisi sur son terrain avec les armes qu'il a choisies, enfin, et en fait dans ces cas-là vraiment je conseille de dire non mais en fait là moi je ne veux pas parler de ce sujet-là avec toi aujourd'hui, donc je ne consens pas, tu outrepasses mon consentement, en général ça calme. Pardon. Bonjour, je suis là. Coucou. J'avais deux petites remarques un peu pour peut-être amener encore un peu de discussion. Déjà, merci pour ces interventions. Vous avez mentionné Carol G. Adams tout à l'heure. Il me semble qu'elle amène aussi un élément de réflexion un peu intéressant. Elle parle, elle, du fémélisme. Donc, elle met en avant justement qu'au niveau des animaux, c'est plutôt les femelles qui ont tendance à être exploitées, notamment les poules pondeuses ou les vaches laitières, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc, c'était un élément que je voulais amener. Et j'avais une autre petite question. Je ne sais pas si vous l'avez pensé ou si c'est des choses sur lesquelles vous avez eu l'occasion de réfléchir. Est-ce que, par exemple, on pourrait se dire que la lutte animaliste pourrait être un facteur d'émancipation pour la femme? Est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi, pensé? On sait que historiquement, les femmes sont très présentes dans les luttes animalistes. Paradoxalement, les présidents d'associations sont plutôt des hommes, du coup. Voilà. Mais en tout cas, elles sont très présentes. Est-ce qu'il n'y a pas, vu qu'on est en train de réfléchir aux confluences des luttes, est-ce qu'il n'y a pas justement un pont à trouver entre ces deux éléments, vu que les femmes investissent pas mal ce pan. Voilà. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la conclusion de mon livre. Je dis aux femmes féministes, je leur dis si vous participez sans savoir à un système qui vous oppresse quand vous mangez de la viande. Et effectivement, la libération de la femme, j'en suis convaincue, passera par la libération des animaux. Je pense que c'est totalement lié. D'ailleurs, dans l'argumentaire, je montre à quel point c'est impossible de dissocier les deux. Oui, je suis absolument d'accord aussi. Et d'ailleurs, c'est tout le but de Sale Chienne, c'est tout le but de ce livre-là. Enfin, je vous ai dit, moi, je voudrais arriver dans un monde où les féministes, quand elles sont pas encore véganes, au moins les événements féministes le sont et elles s'en excusent et elles disent, voilà, j'ai telle ou telle raison, c'est compliqué, mais je suis pas bien avec ça. Alors que pour l'instant, on a encore des féministes, des grandes féministes, par ailleurs, que je peux aimer. Tu vois, des fois, c'est compliqué aussi comme dissonance cognitive, ça. Mais qui mangent mes amis et qui voient pas de problème, quoi. Donc voilà. Et la première question qui était vachement bien, parce que j'en trouve de l'attention. Donc ça y est, j'ai écrit. C'était oui. Alors. Effectivement, les femelles animales sont énormément exploitées pour les sécrétions, le lait, les œufs, etc. En revanche, voilà, je suis pas, les mâles, moi je pensais dire animautres, voilà, pour dire, parce que voilà, personnes animales non humaines, c'est très bien, mais c'est long. Du coup, animautres, je me disais c'était pas mal. Comme ça dit qu'on est aussi des personnes animales, juste humaines. Voilà, ça nous sort pas. Voilà, on dit pas les animaux puis nous. Déjà animaux, on dit pas les animales, c'est pénible. Et puis voilà, comme si on n'était pas des animaux nous aussi. Mais ouais, voilà, si ce n'est que quand même les mâles ils vont à l'abattoir quoi, où ils sont broyés pour les poussins. Enfin. Donc de toute façon, il y a une façon spécifique, effectivement, d'opprimer les femelles. Et d'ailleurs, les femmes sont et ont été très longtemps, mais sont encore dans certains endroits du monde opprimées comme ça. Hein. Les mères de lait, ça n'a pas disparu, en fait. Hein. Et les mères de lait, c'était ça. Hein. C'était des humaines laitières, voilà, avec les mêmes conséquences sur leur santé, leur espérance de vie, leur douleur, hein, pareil quoi. Donc et je sais que, c'est voilà, ça continue dans certains endroits. Donc effectivement, après ce terme féminisme qui me parlait énormément,
Il a été récupéré pas mal par l'extrême droite, ça fait vraiment chier. Mais voilà, c'est quand on a créé Oser le féminisme il y a longtemps, les gens nous ont dit, parce que c'était bien avant MeToo, en 2009, les gens nous ont dit mais pourquoi vous dites pas oser l'égalité, parce que féministe c'est un gros mot, ça veut dire extrémiste, déjà extrémiste, bonjour. Bon bref, et nous on a voulu réhabiliter le mot féminisme au contraire, ne pas le lâcher et dire vous n'avez pas le droit de le définir. Et peut-être qu'il faudrait un jour faire ça avec féminisme quand ce sera moins le feu. Et peut-être que c'est pas le moment. Voilà. Mais en tout cas ouais, moi je pense que humanimalisme, il y a quelque chose. Animautre, il y a quelque chose peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Si il y a des réactions. Ouais. J'en profite d'avoir le micro pour dire qu'il reste 10 minutes à cette conférence. Donc peut-être qu'on passe encore quelques questions et peut-être que vous voudrez avoir un mot de la fin. 3 questions? Et après, vous reprenez la fin? Très bien. Très bonne négociation. Désolé, je prends la parole. Oui, concernant le féminisme, ça a été récupéré récemment, effectivement, par Doramoto et Margaret Stern, mais bien avant, ça avait été théorisé par une femme dont le nom m'échappe complètement. Je suis désolé, j'ai pas réussi à la retrouver avec une recherche rapidement. Et c'est une Française, en l'occurrence, qui avait écrit déjà 3 livres sur le concept du féminisme, où elle faisait justement un rapport entre l'exploitation des femmes d'une manière matérialiste, une analyse féministe radicale, et l'exploitation de toutes les femelles à travers le vivant. Donc évidemment, les vaches, les poules, mais... Est-ce que c'était pas Solveig Alouin, c'est possible ou pas? Solveig Alouin l'a récupéré de cette femme-là, justement. D'accord, ok. C'est encore plus fait c'est intéressant si vous pouvez sur votre téléphone retrouver son nom, parce que c'est vrai que rendre la maternité de nos trouvailles aux sœurs, c'est très importante pour notre matrimoine en construction permanente. Donc si vous voulez retrouver, ça m'intéresse. Je vais continuer à chercher, alors. Merci. Ah oui, aussi, tout le monde, abonnez-vous à un salon de veggie sur Instagram, c'est très drôle et très, très éducatif aussi. Il y a 4 bouquins de la Salon de veggie qui sont super à offrir à tous les gens qui vous disent de la merde. Je plus sois cette proposition. Qui souhaite prendre la parole? Encore 2 questions? Ouais. C'est vraiment des BD, c'est très drôle, ça se lit très facilement. Mais d'abord, moi, j'ai envie de dire merci pour tout ce qu'on a entendu, dont j'avais conscience, mais ça fait beaucoup, beaucoup de bien de l'entendre et de peut-être l'avoir un peu plus formalisé que le flou qu'on a parfois dans nos têtes. Moi, il y a aussi une non-confluence ou pas tout à fait confluence qui me choque énormément. Je suis beaucoup dans les milieux écolos et il y en a beaucoup à Lyon. Et en fait, je suis sciée qu'on puisse être écolo sans être végane, homme ou femme, ou en tout cas au moins, parce qu'il y a quand même des parts, on va dire au moins végé. Mais à l'inverse, il y a aussi des véganes qui sont pas écolos. Et en fait, dans les 2 cas de figure, je trouve que c'est pas du tout cohérent parce que être végane et aller acheter en supermarché du houmous sous plastique, enfin, je veux dire, ça a pas plus de sens que vouloir défendre la planète et puis continuer à bouffer du steak. Donc, en fait, ma question, c'était, je sais pas si j'ai vraiment une question parce que je trouve ça un peu décourageant et en fait, moi, je me suis un peu éloignée de certains cercles écolos de ce fait. Parce que je sais pas comment le dire ou faire passer le message sans avoir envie de leur mettre des claques dans la tête, et ce qui marche jamais. On est bien d'accord? Ouais, c'est très rare. Pas des vrais. Non, je ne cite pas la Non, je rebondis juste parce que à Genève, je suis genevoise, le parti des Verts, une personne a proposé, quand ils se réunissent entre eux pour leur réunion de parti écologiste, pour discuter du climat, ils ont dit, une personne a suggéré de manger végétarien. Et ça fait un tel tollé. Les écolos ne voulaient pas que ce soit végétarien. Donc, ils se réunissent pour discuter de thématiques climatiques, écologiques, mais ils veulent manger quand même leur viande. Donc, oui, c'est assez consternant. Surtout que là, pour le coup, on a des chiffres. Hein. On le sait que le geste que individuellement, pas les États, je sais pas quoi, que individuellement on peut faire qui a le plus d'impact, c'est de manger vegan. En fait, c'est même pas de pas prendre la voiture, de pas prendre l'avion. Le truc le plus important que chacun peut faire contre le dérèglement climatique pour la planète et donc pour toutes les personnes qui sont le plus victimes des dérèglements climatiques, et en l'occurrence, c'est énormément les femmes et les enfants racisés. Et précaires. Enfin, je veux dire, c'est ça que vous pouvez faire en plus. Vous êtes même des antiracistes en carton. Bon, bref. Mais oui. Et du côté des écolos, je sais
ça m'énerve, mais je sais plus quelle femme j'avais entendu dire ça. Elle disait, les écolos s'intéressent aux animaux quand les espèces sont en voie de disparition. Et les animalistes s'intéressent aux animaux. Voilà. Ça dit tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste pour la biodiversité, en fait. Enfin, finalement, moi, les espèces, parce que je suis antispéciste, m'importe peu. Moi, c'est l'individu déjà né qui m'intéresse, que j'ai envie que cette personne-là souffre le moins possible. Et quelle que soit l'espèce, en fait, c'est pareil, que ce soit un ours blanc ou que ce soit Fantin, le pigeon des rues dans le caniveau, qui mourait dans le caniveau de Paris. Donc voilà. Enfin, mais il faut s'accrocher parce que quand même ça bouge. Des fois ça recule, mais vous savez, les évolutions, ça fait beaucoup comme ça, quoi. On a l'impression que ça recule, mais en fait, sur le long terme, c'est une escargotte. Et en fait, quand même, il y a des choses qui bougent dans la perception. En tant que végane, quand même, on voit qu'il y a beaucoup plus de possibilités pour bouffer, même dans les magasins standards. C'est insuffisant, c'est trop cher encore, mais quand même. Enfin, donc c'est comme ça qu'on fait bouger les mentalités. Et puis surtout, en incarnant soi, en étant soi cohérente, ça inse-meilleure énormément les gens. Oui, je dis inse-meilleure, parce que le pire, ce sont eux, les agresseurs. Juste pour profiter des appels de Tiffany, des rendre hommage aux personnes qui ont fait des concepts, les Male Gaze, c'est une femme qui est toujours vivante, elle a 83 ans, elle est une réalisatrice britannique qui s'appelle Laura Mulvey, M-U-L-V-E-Y. C'est elle qui conceptualise. Merci. Et le monsieur a retrouvé le nom de la personne de tout à l'heure, c'est Nicole Rowlands, c'est ça? Voilà. Je vous laisse le mot de la fin. Et après, on laissera place à une autre conférence. Mais oui, bien sûr. Merci. Je veux dire merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette première conférence et la première d'une longue liste d'une après-midi. Merci. Bonne fin de journée. Merci Amanda. Merci Tiffany. Et restez à 18h pour le spectacle de Tiffany. Et de mise, oui. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.